Eh bien voilà, nous sommes revenus pour la deuxième partie de cette conférence qui est sur les fondamentaux de la douane. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Comme je disais, on est quand même très nombreux aujourd'hui sur la plateforme puisque je crois qu'on est pratiquement 300, donc c'est quand même très bien. Et donc je vais vous présenter les différents intervenants que l'on va avoir. Je vous rappelle quand même, peut-être avant, que tout est aussi disponible sur le magnifique guide transporté. Alors celui-là, c'est la 19e édition, parce que la 20e édition paraît aujourd'hui en digital et sera accessible dans la plateforme à ceux qui, tout simplement, veulent l'avoir. Donc c'est assez simple, elle est en téléchargement sur la plateforme. Alors, revenons sur nos fondamentaux de la douane. Je vous présente Evelyne Iriagaray qui est de l'Audace. Bonjour Evelyne, comment ça va Evelyne? Ça va, très bien. 2 minutes sur l'Audace. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'Audace, il y a peut-être encore des gens qui ne connaissent pas l'Audace, pourtant un organisme bien connu. Eh bien, l'Audace a 50 ans cette année. Donc, l'Audace, c'est l'Office de développement par l'automatisation et la simplification du commerce extérieur. Nous sommes une association spécialisée sur la réglementation et la formation en douane. Voilà. Evelyne, on va fêter notre anniversaire ensemble. Nous, c'est 30 ans, toi, c'est 50 ans, c'est incroyable. Ben voilà, c'est super. Ah, on va faire un truc, super. Claire Fournier de Connex. Bonjour Claire. Comment ça va Claire? Ah, on n'entend pas Claire. Enfin, moi, je n'entends pas Claire. C'est pas clair. Toc. Peut-être le micro est coupé. Peut-être que... Bon, le temps qu'on résolve ça, Alan, le temps qu'on résolve ça, on regarde et je vais attendre 2 minutes pour présenter Claire dans ce cas-là. Ouda Zebar, bonjour Ouda. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-présidente de la commission douane de l'AUTF. Alors c'est quoi l'AUTF? Alors l'AUTF est une fédération de chargeurs qui représente les intérêts des chargeurs et puis qui les informe sur l'activité douane, les actualités. Donc il y a plusieurs commissions. Une commission douane, il y a des commissions liées au transport, notamment le transport maritime, aérien, route. Voilà, rapidement. À part ça, vous êtes aussi responsable d'une entreprise qui s'appelle Kemwan. Enfin, si on peut la citer, mais enfin, tant pis, je l'ai citée. Donc, vous pratiquez au quotidien. Donc, vous êtes effectivement dans une association, mais en même temps, vous faites ça tous les jours. Et Jean-Michel, il est toujours là, Jean-Michel? Bonjour, je suis toujours. Oui, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, Jean-Michel. Ouais, exactement. Oui. Bon, Jean-Michel, qui est responsable douane de Militzer et Munch. Est-ce que la connexion est revenue pour Claire? Non, ça ne marche toujours pas. C'est peut-être que tu as mal sélectionné quelque chose, ou ton casque, ou quelque chose, Claire, ou peut-être qu'il faut que tu redémarres ton ordinateur. Ça tombe bien puisque tu n'interviens pas tout de suite. Tu vas peut-être pouvoir avoir le temps de redémarrer, te reconnecter. Comme ça permettra Alan, qui nous fait la réalisation, me dira si tu es reconnecté et si ça fonctionne. Bon, alors, les fondamentaux de la douane, là, ça va être quelque chose parce que d'abord, la douane, c'est un monde à part entière. Alors, déjà que pour les incoterms, on a plein de sigles, des PU, des FOB, des CIF. Mais alors, quand on parle douane, alors là, on a l'impression que c'est un vocabulaire à part. Evelyne, est-ce que tu veux bien nous faire un peu une mini simplification de tout ça pour nous parler déjà de quoi on parle, c'est-à-dire de quel vocabulaire et qu'est-ce qu'on utilise? Ok, donc je vais partager mon petit dossier. Tac. Parce que Evelyne nous a préparé un magnifique PowerPoint. Alors moi, je l'ai vu avant vous. On va dire qu'elle a chiadé la présentation du PowerPoint jusqu'à hier soir assez tard. Et donc, à moins que tu l'aies déjà, si tu préfères le mettre toi. Oui, ou Alan, je te l'ai envoyé à Alan, au pire. Donc, si jamais. Non, mais...
logiquement, il devrait apparaître, mais ça ne marche pas. Donc voilà, c'est toujours le même sujet. Ouais. Eh ben, toc, je vais le récupérer dans 5. Ah ben, hop, 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 hop. Voilà, regarde, ça y est, tu as l'écran. Ah bah tu vois, ça marche. Donc, le sujet, c'est top. Hein. Et donc, si moi je clique, ça va avancer. Comment ça marche? Non, c'est Alan qui va le faire. Donc, tu lui passes à la slide suivante. Ça va être super. Je vais lui dire d'avancer. Donc, le but, c'est de parler la douane couramment. Et donc, pour parler la douane couramment, on va regarder sur la première slide. Allez, slide suivante, Alan. Allez. Donc déjà, le mot-clé qui va nous intéresser, c'est l'Union européenne, puisque ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de passer la frontière de l'Union européenne. Et déjà, le premier sujet que l'on voit régulièrement, c'est des confusions sur certains termes. Donc, tu peux appuyer sur le plus. Et donc, là, il y a une différence entre l'Union européenne et la notion d'Europe, puisque beaucoup de personnes, quand elles parlent de l'Union européenne, pensent toujours au mot Europe. Or, c'est un faux ami, puisque tu peux lancer la carte suivante. C'est un faux ami parce que l'Union européenne, vous verrez que certains pays sont en Europe, par exemple la Suisse, mais ne sont pas dans l'Union européenne. Et d'autres parties de l'Union européenne, par exemple la Guyane, sont dans l'Union européenne, mais ne sont pas en Europe. Vous êtes bien d'accord? Donc, la notion d'Union européenne, c'est déjà en soi un concept à bien comprendre. Donc, tu peux lancer la suite. Donc, le clic suivant, c'est la confusion que l'on fait souvent, c'est l'Union européenne et l'espace Schengen. Donc, l'espace Schengen, c'est une particularité, ça ne concerne que la circulation des personnes. Donc, l'espace Schengen, on peut voir la carte en cliquant sur la partie suivante. L'espace Schengen, ce qui est très intéressant, c'est que certains États membres de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen, par exemple la Roumanie ou l'Irlande, et d'autres pays qui ne font pas partie de l'UE, par contre, sont dans l'espace Schengen, par exemple l'Islande ou la Norvège. Donc, là aussi, faites très attention à cette notion de vocabulaire. Dernier petit point, en cliquant sur la suite, nous avons là aussi souvent une confusion récurrente, c'est qu'on a l'impression que l'Union européenne, c'est synonyme de la zone euro, mais pas du tout. La zone euro ne représente pas, en cliquant sur la carte suivante, vous verrez que la zone euro, en réalité, ne représente que 19 États membres de l'Union européenne, et il y en aura un 20e à partir du 1er janvier 2023, puisque la Croatie rentrera l'année prochaine dans la zone euro. Donc voilà, nous avons évacué maintenant le sujet. On peut cliquer sur la slide suivante. Et donc l'Union européenne, en réalité, son synonyme, c'est une union douanière. Et donc cette union douanière, elle est définie comment? On va regarder ça sur la slide d'après. Donc, l'union douanière, ça définit une zone géographique qui va avoir une frontière extérieure commune, mais qui, bien sûr, sur ce territoire douanier de l'UE, il y aura des membres de l'Union européenne. Et là aussi, il va falloir faire très attention au vocabulaire, puisque l'on va voir que le territoire douanier de l'UE, donc l'Union douanière, comprend 27 États membres de l'UE, mais ces 27 États membres de l'UE sont marqués par un terme un peu différent, mais qui va expliquer plein de choses derrière. C'est des membres du marché unique de l'Union européenne. Et nous avons une petite particularité, c'est qu'il n'y a pas un 28e État membre, non, pas du tout. Il y a un État membre invité qui s'appelle l'Irlande du Nord, qui est aussi associé pour le mouvement des marchandises à ce marché unique. Mais là où il faut aller encore un peu plus loin sur la définition, ce territoire douanier comprend effectivement les 27 États membres plus l'Irlande du Nord du marché unique, mais comprend aussi, en cliquant sur le petit bouton d'après, ce que l'on appelle des territoires fiscaux spéciaux. Alors tu l'as dit Marc au départ, c'est beaucoup de vocabulaire au départ, mais ce vocabulaire est fondamental. Donc, ces territoires fiscaux spéciaux, ce sont ce que l'on appelle, par exemple, les départements d'outre-mer pour la France. Donc, de toute façon, à la fin, vous pourrez récupérer
notre support sur votre plateforme. Je ne vais pas les citer tous, on n'a pas le temps, mais le plus important, c'est retenir leur nom. Et on va voir que ces territoires fiscaux spéciaux font partie du territoire douanier, mais vous voyez qu'il manque un petit vocable sur la ligne sous territoires fiscaux spéciaux. Ils ne font pas partie du marché unique européen. Et donc, on verra que ça porte une conséquence derrière. Eh oui. Et oui. Ah oui, donc la Réunion, Mayotte et Guadeloupe, ça ne fait pas partie du territoire douanier européen. Si, ça fait partie du territoire douanier, mais pas du territoire fiscal. Ah. Et donc, on verra que derrière, ça emporte des conséquences qu'on verra sur les slides suivantes. Et donc, qu'est-ce que nous avons après? Lorsque l'on va parler d'échanges internationaux, nous avons bien sûr tous les pays tiers. Et parmi les pays tiers, vous avez par exemple les USA, hein, comme vous pouvez nous dire sur la slide, mais vous avez aussi Andorre, le Vatican ou San Marin. Et nous avons en dernier les territoires tiers. Donc, ces territoires tiers, c'est là où nous voyons que les territoires tiers, ce sont des parties historiques de certains États membres, mais les territoires tiers ne font partie ni de l'Union douanière, ni du marché unique européen. Donc, quand on travaillera avec eux, eh ben, le mot douane apparaîtra à part entière. Et donc, là aussi, là où on doit faire très attention dans les entreprises, on a souvent des services qui s'appellent les DOM-TOM. On a souvent cette appellation dans les entreprises et c'est un énorme piège. Car vous voyez que les DOM sont dans l'Union européenne, mais pas dans le marché unique. Par contre, les TOM font partie de rien vis-à-vis de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point déjà très important. Donc là, au départ, je débroussaille le sujet. Passons à la slide suivante. La slide suivante va nous permettre de comprendre que lorsque l'on va échanger donc, des marchandises, qui est notre sujet d'aujourd'hui, il va y avoir deux types d'échanges. Il y a les échanges entre le marché unique européen et le reste du monde, et les échanges à l'intérieur du marché unique européen. Et on va voir que dans les échanges à l'intérieur du marché unique européen, on va avoir uniquement des règles fiscales. Le mot douane n'existe pas. Par contre, lorsque l'on fera des échanges entre le marché unique, les pays tiers, les territoires tiers, mais aussi les territoires fiscaux spéciaux, nous aurons des règles douanières et donc on appliquera à 100% la réglementation de la douane. Voyons un peu plus en détail sur la slide suivante. Donc, lorsque l'on va travailler dans le marché unique européen, le mot douane n'existe pas. Donc, il y a deux mots interdits, import-export. Donc, quels sont les bons mots? Les bons mots, ça s'appelle des acquisitions et des livraisons. Et donc, là, il est très important d'arrêter de dire « j'exporte en Belgique ». Non, je livre en Belgique. Il faut arrêter de dire « j'importe d'Espagne ». Non, j'acquiers d'Espagne. Voilà. Donc, ça aussi, c'est très important puisque lorsque l'on fait des recherches dans les entreprises, on a tendance, bien sûr, à aller tout sur nos navigateurs préférés, je ne donnerai pas de marque, en utilisant des mots-clés. Et si vous utilisez les bons mots-clés, vous aurez les bonnes règles douanières. Et donc, quels sont les deux types d'échanges à l'intérieur du marché unique? Donc, soit la marchandise, elle est échangée dans un seul État membre de l'UE, donc tu peux cliquer sur la suite, ça s'appelle donc un échange domestique. Et donc là, un échange domestique est purement régi par des règles fiscales. Et lorsque l'on fait un achat, une opération domestique, il y en a un qui fait une livraison et l'autre fait une acquisition. Vous êtes d'accord? Celui qui fait la livraison va faire une opération TTC et celui qui acquiert va payer sa facture TTC. Ça, c'est la règle du jeu. Maintenant, nous avons un deuxième type d'échange. En cliquant sur le bouton suivant, nous avons les échanges intracommunautaires. Donc là, on est toujours dans le marché unique. Hein. Un échange intracommunautaire commence dans un État membre pour finir dans un autre et s'opère, comme vous allez le voir par le clic suivant, entre, en principe, on n'a pas le temps de parler des cas à part, entre deux assujettis à la TVA, c'est-à-dire deux entreprises qui
intègrent la TVA dans leur comptabilité. Et donc, un échange intracommunautaire a la particularité de s'apprécier par des règles fiscales uniquement. Il n'y a jamais de déclaration en douane, on est d'accord. Donc ici, il y aura une opération donc, de livraison exonérée. Donc, il suffit de cliquer sur la suite. Donc, lorsque l'on va faire une opération de livraison exonérée, le vendeur va émettre une facture hors taxe. Pour pouvoir tracer cette facture hors taxe, un nouveau document a été mis en place depuis le début de cette année qui s'appelle l'EMEBI, enquête mensuelle sur les échanges de biens intracommunautaires. Et donc, vous voyez un point très important aussi, c'est quand on parle de fiscalité, on parle de biens, on ne parle pas de marchandises. On verra que le mot marchandise ne s'applique qu'à la douane. Et cet MEBI, c'est ce qui a remplacé la DEB, hein, pour ceux qui se demanderaient ce que c'est que cette nouveauté. Ensuite, on a à faire donc une opération de récapitulatif de vente hors taxe de TVA à faire tous les mois. Et ensuite, le dernier petit point, c'est que chaque fois que quelqu'un émet une facture, je rappelle hors taxe, il doit avoir une preuve de sortie de l'État membre de départ. On en parlait tout à l'heure sur les incoterms. Voilà. Donc, et ça, c'est très important. Hein, c'est ce que, alors là aussi, ils adorent les mots un peu compliqués, un quick fix. Donc, il faut avoir des preuves de sortie du territoire. Donc ça, nous avons donc les échanges à l'intérieur du marché unique. Et donc, jamais le mot douane n'apparaît. Il n'y a pas de déclaration douane. Et donc, les mots import et export n'existent pas. Voilà. Ouais. Très important ça. Donc, ça veut dire qu'on a juste des récapitulatifs de TVA à faire et les MEBI à remplir. Voilà. C'est ça. Maintenant, on va rentrer dans le monde de la douane sur la slide suivante. Et là, on va pouvoir utiliser les deux mots qui nous intéressent, c'est-à-dire le mot import et export. Donc, le marché unique, c'est la zone d'arrivée d'une marchandise d'un flux ou de départ d'un flux à l'international. Donc, en cliquant sur le bouton suivant, donc on va faire de l'importation quand, en appuyant sur le bouton suivant, nous allons avoir donc une marchandise qui va être en provenance de pays ou de territoires tiers ou de territoires fiscaux spéciaux, comme on vient de le voir précédemment. Et là, si j'appuie sur l'animation, je vais voir que lorsque l'on fait de l'import, en réalité, je rappelle toujours que lorsque l'on fait de la douane, il y a toujours des opérations miroirs. S'il y en a un qui importe dans l'UE, il y en a un qui exporte d'un pays tiers, d'un territoire tiers ou d'un territoire fiscal spécial. Donc, il y a toujours une déclaration au départ. Ensuite, on a une marchandise qui va donc arriver en cliquant sur l'animation dans l'Union européenne. Donc, il y aura une opération d'import dans l'UE. Donc, j'ai bien le mot import. Et qui dit import dit déclaration en douane. Et donc, cette déclaration en douane, mes autres partenaires de cette table ronde vont expliquer ce que c'est, qui doit la faire, etc. Maintenant, si je me mets dans l'autre sens, donc je suis dans le marché unique, je vais faire de l'export. Je vais exporter, bien sûr, soit dans un pays ou un territoire tiers, soit dans des territoires fiscaux spéciaux, et j'aurai de l'export à faire. Donc, j'aurai, en cliquant, une déclaration à faire. Ma marchandise va arriver directement dans le pays, le territoire concerné, et à l'arrivée, cette marchandise, à cet endroit-là, fera l'objet également d'une déclaration en douane. Et donc, le plus important à comprendre, donc pour résumer cela, que seuls les mots import-export sont associés à des déclaratifs douaniers, à des déclarations en douane, dont le modèle est différent d'un pays à un autre, mais ça, je laisse aux autres le soin de le raconter. Et bien sûr, lorsque l'on fait une déclaration en douane, on déclare, comme son nom l'indique, les douaniers disent « Qu'avez-vous à déclarer ?» Eh bien, on va déclarer une marchandise. Et donc, cette marchandise, qui peut remplir une déclaration? Je passe la main à la personne suivante. Juste avant, question de Nathalie. Quelle preuve de sortie doit-on fournir pour les échanges intracommunautaires? Un document de transport uniquement? Point d'interrogation.
Alors, ça peut être un document de transport, mais ça peut être aussi un document de livraison à destination, par exemple un cachet ou une prise de livraison à destination qui prouve bien que la marchandise est bien sortie du territoire français. D'accord. Je pense que ça répond à la question. Bonjour Ouda, alors merci, franchement Evelyne elle est au top parce que c'est extrêmement pédagogique sur son petit chemin avec les animations, c'est génial, ça bouge, c'est quand même incroyable. Merci bien Evelyne. Alors Ouda, mais en fait moi la question que j'ai plutôt à me poser c'est pourquoi je fais un colloque sur la douane aujourd'hui alors que en fait j'ai un transitaire qui s'en occupe. Alors, oui, il y a plusieurs façons de traiter vos formalités douanières. Donc, vous pouvez les traiter en interne, mais également en externe, donc en passant par un sous-traitant, ce qu'on appelle les représentants en douane, anciennement les commissionnaires en douane. Ah, il y a plus commissaire en douane, on dit RDE maintenant, c'est ça? RDE. Donc, il y a deux types de représentation. On a une représentation indirecte, donc le RDE va agir pour le compte d'autrui, mais en son nom. Et une représentation indirecte, et là, le RDE va agir au nom et pour le compte d'autrui. Donc ça, c'est réservé aux commissionnaires, enfin au RDE agréé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, au niveau de la responsabilité, ne sera pas la même. Ce n'est pas parce que vous externalisez entièrement vos formalités que vous n'êtes pas pénalement responsable ou responsable des formalités. Au niveau du traitement donc, de ces formalités, lorsque le représentant en douane agit en représentation indirecte, le chargeur et le RDE sont solidairement responsables pour la dette douanière. On en parlera un peu plus loin. En représentation directe, le chargeur est le seul responsable pour la dette douanière. Donc ensuite, ce qu'il faut... Alors, simplement, Ouda, alors moi, quand j'étais jeune, j'ai appris qu'il y avait une différence entre transitaire et commissionnaire, et qu'il y en a qui étaient solidairement responsables ou pas. Donc là, par rapport au RDE, représentant en douane, en fait, le chargeur est systématiquement co-responsable avec le transitaire. Alors, oui, sur la dette douanière. D'accord. Oui. Donc, il n'a pas déclaré comme il faut, c'est de toute façon pour notre pomme. En représentation indirecte, le chargeur et le RDE sont solidairement responsables. Au niveau de la représentation directe, c'est le chargeur qui est le seul responsable de la dette douanière. D'accord. Ok. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, le RDE doit prouver ce lien avec le chargeur et doit donc faire signer au chargeur un mandat. Donc, qui permet au RDE de préciser à l'administration douanière s'il s'agit d'une représentation directe ou d'une représentation indirecte. Donc, faire attention si votre RDE ne déclare pas qu'il agit en représentation en douane directe ou qui déclare agir en tant que représentation en douane sans y être habilité, et ben, il va être réputé. Enfin, on va. Comment expliquer ça il va être considéré comme agissant en représentation indirecte et donc être solidaire de la dette douanière. Donc, d'où l'importance de signer un contrat. Exactement. Donc, il faut vraiment faire attention et ce mandat, vous devez absolument le signer. Okay. Dans le cas de l'établissement de déclaration en douane pour des opérations non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, la procuration en douane peut être établie sous une forme simplifiée et l'original de cette procuration doit être joint avec la déclaration annexée afin de prouver justement le lien entre le RDE et le chargeur. Donc ensuite, au niveau de... Bon, même si vous travaillez en sous-traitance, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez donner des informations, des instructions assez claires à votre RDE, notamment sur le volume, la cartographie de vos flux, les informations douanières, donc le trio magique qui sont la valeur, l'espèce et l'origine, les incoterms choisis, d'autres éléments, notamment si vous avez un statut d'exportateur agréé,
si vos marchandises sont soumises à licence d'exportation ou d'importation, des certificats CE, enfin, etc. Donc ça, il faut vraiment fournir tous les éléments à votre RDE. Parce que le RDE doit fournir ces informations au moment d'établir les déclarations en douane. Voilà. Donc, le RDE est responsable donc, de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements fournis lors de l'établissement de la déclaration en douane, de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant cette déclaration en douane, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises sous un régime douanier, et de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant à l'exécution de ces opérations. Ok, bon, alors donc j'en conclus deux choses. C'est même si on externalise auprès d'un transitaire, c'est de toute façon, on a quand même une responsabilité et il faut signer un contrat. Et surtout, on ne peut pas complètement se dédouaner. Et c'est pas parce qu'on externalise qu'on n'a pas une responsabilité, y compris une responsabilité pénale. Alors oui. C'est ça? Oui. Alors sur la responsabilité pénale, effectivement, enfin, tout ce qui est responsabilité et solidarité, vous pouvez vous référer au Code des douanes nationales, aux articles 392 à 407. Et c'est vrai que l'administration va aller chercher la responsabilité, notamment du chargeur, ou ce qui va leur permettre justement d'amener les parties à transiger. Je vais y arriver. C'est vrai que la transaction est un mode pour solutionner les litiges au niveau douanier. Et effectivement, oui, il y a un risque pénal pour la société. Donc, très important. Donc, si vous ne donnez pas les bonnes informations à votre transitaire qui fait de l'affaire des fausses déclarations pour X raisons, parce que vous avez oublié un certain nombre de choses, eh ben, c'est vous qui allez être recherché pénalement, parce que la douane est quand même une des matières sur lesquelles la responsabilité pénale du chef d'entreprise peut être engagée, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Souvent, on ne met pas la douane dans les risques d'entreprise. Alors, je ne sais pas si... Tiens, ça sera amusant chez K1. Est-ce que la douane est classifiée dans les risques d'entreprise, dans les rapports de risque, ou est-ce que le responsable douane fait partie du COMEX? Ah non. Non, chez nous, le responsable, enfin, je suis rattachée directement au directeur commercial qui est, lui, membre du COMEX, mais non. D'accord. Bon. C'est vrai que malheureusement, en entreprise, la matière douanière est un peu le parent pauvre et c'est des choses, on s'y intéresse lors d'un contrôle, malheureusement. Ok. Merci, Ouda. Alors, Ouda, on va se servir de vous tout le temps. Alors, en fait, vous intervenez tout le temps là où vous avez envie d'intervenir. Vous allez être un peu notre grand témoin en tant que responsable douane d'une entreprise. Donc, à chaque fois que vous avez un commentaire à apporter, n'hésitez pas. Je dis ça pour Alan aussi, comme ça, ça lui permettra de vous mettre à l'écran le plus souvent possible. Donc, on a bien compris, déjà, externalisation ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas et qu'il faut signer un bon contrat avec son transitaire et que sa responsabilité peut être quand même engagée, d'où l'importance d'aller vérifier les informations qu'on se donne et d'avoir un vrai process, même si on externalise la fonction douanière. Jean-Michel. Yes. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas entendu. Oui, c'est vrai. Alors, la deuxième chose qui est importante dans la douane, c'est le référencement de la marchandise. Ça veut dire quoi? Et tu vas nous expliquer tout ça. Quand on établit une déclaration de douane, il faut pouvoir nommer la marchandise qu'on va importer ou exporter. Alors, on pourrait parler de désignation commerciale. On parle de désignation commerciale du produit importé ou exporté. Mais bon, cette désignation commerciale, suivant les pays, évidemment, on comprend bien qu'elle n'est pas du tout, ou elle ne sera pas assez adaptée à ce que l'on veut. Donc, on a donné, l'Organisation mondiale des douanes a décidé de mettre en place l'espèce tarifaire correspondante aux produits qu'on va importer ou exporter. L'espèce tarifaire, c'est le classement du produit dans la nomenclature douanière. Et cette espèce tarifaire, elle est reprise dans le tarif douanier, un tarif douanier commun à tous les pays,
Alors qu'on soit en Corée, en Chine ou en France, c'est le même produit. Si on parle d'un stylo, il aura la même espèce tarifaire dans ces différents pays. Et le tarif douanier commun reprend à l'heure actuelle environ 15 500 rubriques. Donc cette nomenclature tarifaire, elle nous permet de déterminer à l'importation et à l'exportation les taux de droits de douane, les mesures de politique commerciale, l'ensemble des normes de sécurité, les normes sanitaires et les mesures de prohibition, la fiscalité intérieure et au final, les stats du commerce extérieur. Donc voilà, alors elle se présente comment? Cette nomenclature douanière, elle se présente sous un groupe de chiffres. Alors on a une première position de 4 chiffres qui a été déterminée par l'Organisation mondiale des douanes. Ensuite, on a le 5e et le 6e chiffre qui sont déterminés par l'Union européenne. Les 6 premiers chiffres sont ce qu'on appelle le système harmonisé. C'est un système de désignation, de codification des marchandises qui est applicable au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on voit que on va aux États-Unis, en Chine ou n'importe où, si on a beaucoup de déclarations de douane qui sont à 6 chiffres, parce que c'est vraiment ce chiffre, ce système harmonisé, le SH, ce qu'on appelle, qui est repris dans 195 pays à l'heure actuelle et qui concerne à peu près 95 à 98% du commerce mondial. Donc travailler le SH code, hein, c'est ça? 6 chiffres, c'est déjà intéressant. Oui, le SH. Le code SH, hein, c'est ça. Oui, le Donc, code c'est-à-dire SH. que toute entreprise doit connaître son code. Exactement. Alors là, oui, j'insiste là-dessus. C'est toi, transitaire, qui définit le code qu'on va utiliser? Alors, le code, c'est l'entreprise qui doit définir le code. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que la société Militzer et Munch est RDE, mais bon, j'ai aussi travaillé comme Ouda chez des chargeurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je récupère les informations de la part de mes clients chargeurs pour faire les déclarations de douane, moi, je ne suis pas un spécialiste du produit qui va être fabriqué. Donc, l'entreprise est toujours responsable de la position douanière qu'elle va donner. Et ça, c'est hyper important. En tant que RDE, en tant que représentant en douane enregistrée, j'ai un rôle de conseil. C'est-à-dire que je peux très bien avoir une entreprise qui va me dire, écoutez, nous, c'est la première fois qu'on importe ou qu'on exporte, et j'avoue qu'en termes de nomenclature douanière, on est un peu perdu. Très bien. Le RDE va pouvoir vous aider. Il a un devoir de conseil. Mais bon, le RDE, il n'a pas une spécialisation technique pour dire et pour donner exactement le SH, la nomenclature douanière auquel la société est habilitée à prétendre pour son produit. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que la société doit toujours connaître la nomenclature douanière, le SH de son produit. Alors, si vous achetez en Chine, vous achetez un produit en Chine, sachez que le fournisseur chinois est dans l'obligation de vous donner sa nomenclature douanière. Et si le fournisseur chinois commence à vous dire qu'il ne sait pas, dites-vous bien qu'il y a un problème. Il y a forcément un souci. Oui. Alors ça, c'est pas toujours... C'était une question, là, effectivement. Pourquoi ces exportateurs chinois indiquent des HS codes différents des HS codes européens? Ah ben alors là, c'est toute la question, parce que bon, il faut quand même voir que la nomenclature douanière, elle est quand même assez bien faite, mais elle reprend quand même, on a dit, pas loin de 16 000 rubriques. Donc, je vais vous donner un exemple très simple, puisque c'est un exemple sur lequel j'ai travaillé. Moi, il y a une dizaine d'années, j'étais un directeur douane dans une société de luxe qui fabriquait des stylos et qui fabriquait, des produits de luxe, mais de la bijouterie. Et nous, on a eu un jour un stylo sur lequel il fallait donner une nomenclature douanière. Le stylo, c'est un stylo en argent qui était garni de pierres précieuses. Dans ce cas-là, est-ce que l'on considère que le stylo est un instrument de calligraphie, c'est-à-dire un instrument qui permet d'écrire, ou est-ce qu'on considère que le stylo devient un produit de bijouterie? Deux produits qui ont alors des nomenclatures complètement différentes. Et alors là, on s'est retrouvés, nous, autour d'une table ronde avec nous,
qui étions acheteurs, la société que je représentais qui était acheteur et qui penchait plutôt pour l'instrument de calligraphie, parce que la première fonction du stylo, c'est quand même de pouvoir écrire, même si ce stylo est en argent et même s'il est garni de pierres précieuses, rubis ou émeraude, on considérait que c'était quand même le fait d'écrire. Et on a eu en face de nous des gens qui nous ont dit, mais non, c'est une bijouterie, c'est un bijou. Ce produit, peut-être que vous allez écrire, mais c'est un bijou. Dans ce cas-là, on se retrouve un petit peu pris, si je puis dire. Et une des solutions que l'on a, si jamais vous ne savez pas donner la bonne nomenclature douanière à votre produit, vous avez la possibilité de vous tourner au niveau français vers l'administration des douanes pour faire ce qu'on appelle un RTC, un régime tarifaire contraignant, où vous allez montrer le produit à l'administration des douanes. Vous allez donner l'ensemble du cahier des charges de production du produit, c'est-à-dire toutes les informations qui sont nécessaires pour bien comprendre comment ce produit… C'est eux qui vont spécifier le HSE nécessaire. C'est la douane qui va spécifier la nomenclature du produit. Et cette nomenclature, comme ça, vous avez une information officielle de la part des douanes qui vous donne son RTC et qui vous dit, bon, ce produit… Dans l'occurrence, pour mon cas personnel, c'est un instrument de calligraphie ou c'est un bijou. Et ça… Vous voulez réagir? Oui, effectivement, sur ce point-là, sur l'espèce tarifaire, c'est effectivement au chargeur de bien connaître ses marchandises, de connaître la nomenclature de ces marchandises et donner l'information à son RDE. Ensuite, oui, effectivement, vous pouvez avoir des éléments fournis par vos fournisseurs, mais notamment les Chinois, on a, comme on vient de nous l'expliquer, des fois des interprétations différentes de ce système harmonisé. Donc, il faut absolument que vous faites ce travail-là de recherche ou soit justement passer par un renseignement tarifaire contraignant. Et encore une fois, lorsque vous avez un renseignement tarifaire contraignant, il faut donner cette information à votre RDE parce qu'ils vont également noter via un code document sur la déclaration que vous avez bien fait, enfin, que vous avez bien un RTC qui sécurise votre nomenclature douanière. Ah, oui. Oui, alors, ce qui ne veut pas dire que les Chinois, par exemple, si on exporte en Chine, vont reconnaître mon RTC européen. Non. Non, c'est vraiment pour l'administration douanière française. C'est simplement pour l'administration douanière française en disant j'ai bien exporté ça et c'est bien vous qui m'avez dit que c'était tel type de numéro de codification douanier, mais de l'autre côté, s'ils ne le reconnaissent pas, ils ne le reconnaissent pas, on ne peut rien y faire. Hein. Oui, mais c'est quand même, bon, il faut quand même reconnaître que c'est sécurisant. Vous avez quand même une information douanière officielle, si je puis dire. C'est pareil, si jamais la Chine ne veut pas admettre ou s'il y a litige, vous avez quand même derrière vous une certaine officialisation de l'information où là, vous pouvez dire, mais attendez, ok, vous ne reconnaissez pas ce produit, mais moi, j'ai quand même demandé auprès de l'administration douanière, communauté économique européenne, donc il y a quand même un certain poids. Alors là, bon, ben, il faut voir l'argumentation que peut dire le Chinois, parce que c'est vrai, le Chinois peut avoir raison, hein, on ne sait jamais le cahier des charges de production qui sert exactement pour le produit, et le Chinois, lui, peut très bien aller voir le produit et dire, non, mais attendez, il y a une fabrication, c'est de l'acier, vous me parlez d'un autre métal, donc on dérive un peu et on n'est plus du tout dans la même configuration. Mais logiquement, si vous avez donné toutes les bonnes informations, j'entends bien de production, hein, il faut être très précis au niveau de la production et c'est là-dessus que nous, en tant qu'RDE, on aide particulièrement les chargeurs pour faire des RTC qui soient particulièrement précis et pour que l'information douanière puisse être la plus précise possible. Et ça, c'est très, très important aussi à l'import, hein, puisque oui. en fait, ça va, le numéro de codification douanier va donner aussi les taxes. Le numéro de codification douanière, le SH, ou la nomenclature combinée, si on parle sur la nomenclature à 8 chiffres, c'est elle qui va déterminer les droits de douane, s'il y a des droits de douane, l'ensemble des taxes, s'il y a des taxes, on peut penser à taxes parafiscales, voire l'ensemble des normes qui s'appliquent aux produits.
Ce qu'il faut bien comprendre, la douane, c'est pas seulement de l'argent qui rentre. L'administration des douanes, elle est là pour contrôler si le produit est bien conforme à la législation européenne. On en a parlé tout à l'heure rapidement au niveau des incoterms, la conformité, mais à partir d'une nomenclature douanière, vous déterminez non seulement les droits de douane, la fiscalité, TVA, la parafiscalité, mais on détermine aussi si ce produit est conforme à l'ensemble du marché économique, à l'ensemble du marché européen. Ouais. Ouais, ça a une importance parce qu'en cas de contrôle, si jamais il y a la douane requalifie votre numéro de codification douanier en disant que vous êtes l'auto-attribué, mais en fait, c'est pas celui-là qu'il faut, et ça sera plutôt celui-là, vous pouvez avoir des pénalités, on les remonter sur je ne sais pas combien d'années, mais énormes. Ah ben oui, ben ça va remonter sur à peu près 5 ans. Puisque la douane peut venir chez vous et puis elle peut réplucher toute votre comptabilité, revoir un petit peu tout ce que vous avez fait au niveau importation. Et puis, si depuis 5 ans, vous importez un produit et que l'espèce tarifaire n'est pas la bonne, bon, ben, il y aura forcément un contentieux avec un rattrapage des droits et taxes sur ce produit. Et là, ils ne vont pas rester sur la première année, ils vont aller sur les 5 ans auparavant. Donc, si vous avez importé, je ne sais pas, moi, pour 2 millions d'euros de marchandises par an avec une fausse espèce tarifaire et sur un produit où il y avait environ, je ne sais pas, 10% de droits de douane, 10% ça peut être élevé, mais ça arrive quand même, 2 millions, ça fait déjà 200 000 euros de droits de douane qui sont dus par an. Sur 5 ans, on arrive à 1 million. Ça, c'est le rattrapage douanier, plus le contentieux derrière, qui peut être égal à 1, voire 3, s'il y a malversation, si ça a été fait exprès ou des choses comme ça. Donc, la note peut être extrêmement salée. Donc, il est hyper important. Il y a ça aussi. Il y a la note, si je puis dire, pécuniaire. Mais moi, je peux citer encore un exemple que j'ai vu en étant en douane. C'est-à-dire que j'ai vu une entreprise qui avait acheté des jouets en Chine avec une espèce tarifaire qui avait été donnée par les Chinois et qui était fausse. C'était des jouets mécaniques, électriques, des petits tracteurs sur lesquels un petit garçon, une petite fille pouvaient monter, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui a été vendu sur le marché européen sans regarder la conformité du produit parce que l'espèce tarifaire était fausse. Et je sais qu'il y a eu un problème dans une famille avec le jouet qui a littéralement explosé, avec un petit garçon qui est décédé. Et là, pour en revenir à ce dont parlait Ouda en début, il y a eu une enquête de la part de la douane. La douane a voulu savoir qui avait fait la déclaration de douane, c'est-à-dire quel RDE avait fait la déclaration de douane, avec quel mandat de représentation la douane avait-elle travaillé de la part de la société. La douane est remontée comme ça jusqu'au chargeur, jusqu'à l'entreprise qui importait, et c'est l'entreprise qui a été directement inculpée parce qu'il y avait un problème de fausse espèce tarifaire, et c'est l'entreprise qui a plongé là-dessus. Ok, petit commentaire d'Ouda. Oui, effectivement, enfin, pour revenir sur ce point, la jurisprudence récente montre que les tribunaux en fait, ne prennent pas en considération finalement le mode de représentation, mais ils vont plutôt s'intéresser au niveau de connaissance du mandant. Récemment, il y a eu une affaire, une jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a retenu la responsabilité de Thales sur l'utilisation ou non d'un régime douanier. Les tribunaux la Cour d'appel a dit que justement Thales était censé connaître la réglementation et connaître la loi. Donc voilà. Okay, oui, et alors là-dessus, c'est clair, hein, l'administration est assez directe. Et là où moi, je veux donner un dernier point, c'est qu'en tant que RDE, je suis encore extrêmement surpris par le nombre de sociétés chargeurs qui refusent ou qui ne connaissent pas le mandat, quoi. C'est assez impressionnant quand même parce qu'on rencontre des entreprises qui vont travailler à l'international. Alors bon, évidemment, c'est souvent des entreprises qui découvrent l'international et quand on leur demande de nous donner un mandat, elles ne veulent pas. Elles ne comprennent pas le mandat, elles ne veulent pas le signer et ça, c'est quand même encore un problème. Ça a été un très, très gros problème chez nous il y a quelques années quand je suis arrivé parce qu'il a vraiment fallu reprendre nos carnets clients et refaire un peu le listing complet. Et j'ai été extrêmement surpris de rencontrer des entreprises
qui ne veulent pas signer le mandat, qui nous disent non, non, nous, on ne signera pas. Elles ne veulent pas s'engager. Elles ont une méconnaissance de la procédure, de la loi, si je puis dire, et elles refusent de signer. Et je connais encore trop de sociétés sœurs qui travaillent sans mandat. Hein. Okay. C'est-à-dire, on dit, bon, ça ne fait rien, on va quand même garder le business. Non, je sais que moi, en tant que directeur douane, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Et là, c'est quelque chose qui a été complètement approuvé par ma direction. Nous n'avons pas de mandat, on refuse de travailler avec la société. C'est clair, net et précis. Bon, c'est clair. Allez, on va progresser un tout petit peu dans le colloque. Donc là, on a vu qu'il nous fallait un numéro de codification douanier, ça c'était obligatoire. Ce qui est avoir un numéro adapté et choisi dans une limite de légalité adéquate permet d'être tranquille, parce que sans ça, qu'est-ce qui va arriver? Vous pouvez être qualifié et la première chose en cas de contrôle douanier, c'est bien sûr la définition de la marchandise. Dis-moi ce que tu importes ou ce que tu exportes, je te dirai qui tu es. Alors, maintenant, on va passer à l'aspect, les fondamentaux de la douane. C'est la maîtrise de 3 fondamentaux qui sont l'espèce, la valeur et l'origine. Evelyne, nous revoilà yes. Dans tes mains, entre guillemets, pour définir au moins les 2 premiers, mais ce qui n'empêche pas les autres d'intervenir. Hein. Je voulais juste vérifier, est-ce que Claire est bien connectée là maintenant? Normalement, oui. Je pense que vous devez m'entendre. C'est merveilleux. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Présente-toi 2 secondes. Oui, bah écoute, donc Société Connex, hein, Claire Fournier. Donc je suis responsable, je suis en charge en fait du développement à l'international de la société. Et puis aujourd'hui, bah, je vais être avec vous pour parler du rôle du prestataire informatique. Et donc j'ai beaucoup de choses à dire aussi ensuite de ce que disent mes partenaires de colloque. Voilà. Donc super. Je vous remercie et je suis heureuse d'être avec vous. Je suis content que tu te sois reconnecté. Alors, on est à Evelyne qui va nous définir les 2 premières, qui est donc l'espèce et la valeur. Yes. Donc on va reprendre le PowerPoint à la page 8. Puisque le sujet qui nous intéresse, c'est la marchandise. Puisque sur une déclaration en douane, il va falloir bien sûr décrire la marchandise d'énormément de façons différentes. Et surtout, cette marchandise, déjà, est-ce qu'elle a le droit de passer la frontière ou pas? Et donc, cette marchandise en douane, le plus important, c'est de savoir déjà ce que c'est. Donc, en douane, c'est tout sauf quoi? Ça va plus vite de faire une définition à l'inverse. Donc, une marchandise, c'est tout sauf quoi? Les personnes vivantes. Donc, tu peux mettre le premier petit dessin. Donc, les personnes vivantes ne sont pas une marchandise. Ça veut dire que nous, lorsque l'on passe une frontière, on n'a pas besoin de faire une déclaration en douane. Un passeport suffit. Par contre, si nous décédons, malheureusement à l'extérieur de l'UE, eh bien, pour rapatrier notre dépouille, il faudra faire une déclaration en douane. Enfin, en réalité 2, une pour sortir du pays, l'autre pour y entrer. Voilà. Refermons la parenthèse. Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas une marchandise en douane? Ce sont les services. Donc, c'est le petit clic suivant. Donc, les services ne sont pas des marchandises en douane. Ça veut dire, par exemple, que si sur Internet, vous importez, vous téléchargez, un logiciel, c'est du service. Il y aura de la TVA à payer, mais il n'y aura pas de droit de douane. Par contre, si vous achetez en e-commerce un DVD qui est un support palpable, donc une marchandise, ce DVD sera passif de droits et de taxes. Le dernier point qui a été enlevé par la douane pour éviter tout malentendu lorsque l'on passe une frontière, c'est le dernier clic. Qu'est-ce qui n'est pas une marchandise? Eh bien, c'est tout simplement les moyens de transport qui permettent de les acheminer. On ne va pas à chaque fois dédouaner le bateau, le camion, etc. Donc, les moyens de transport vont être déclarés sur la déclaration comme étant le vecteur de transport, mais ne feront pas l'objet d'un paiement de droits et taxes, heureusement pour nous. Donc, la douane considère une marchandise quel que soit son aspect. C'est-à-dire que si l'on clique sur la ligne suivante, la douane ne prend absolument pas en compte le fait qu'une marchandise qui passe une frontière soit neuve ou usagée. C'est une marchandise, quel que soit son état.
le dernier point, parce que là aussi, il y a beaucoup de malentendus dans les entreprises, la douane ne connaît pas, si on prend le dernier clic de cette slide, la notion de gamme de marchandises. Que ce soit un produit de luxe, de moyenne ou de basse gamme, c'est une marchandise en douane. Voilà, déjà, c'est le premier point. Donc, cette marchandise, il va falloir la répertorier sur une déclaration. Et pour ce faire, on va passer à la slide suivante, c'est-à-dire qu'on va devoir parler de ce que l'on appelle les 3 piliers de la douane. Le premier, si on clique, c'est l'espèce. Donc, ça a commencé à être défini, donc on va en parler un tout petit peu plus. Ensuite, on va voir la valeur. Et le dernier point, ça sera l'origine que je ne traiterai pas, je passerai la main pour la suite. Et donc, le but de ces 3 piliers de la douane, ça va être de déterminer les règles sur la marchandise qui va franchir la frontière. Donc, si je regarde le dernier clic ici, le but, c'est donc de déterminer des règles. Parce qu'avant de remplir une déclaration, il faut trouver des informations pour la remplir et la diffuser, notamment sous la forme d'instructions pour les RDE, puisque, comme ça a bien été précisé, les RDE peuvent faire du conseil, mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas connaître, et notamment, comme ça a déjà été dit, l'espèce d'une marchandise. Donc, on va passer à la slide suivante. Et puisque la slide suivante, ça nous rappelle que donc, le classement douanier d'une marchandise, c'est un classement qui est fait sous la forme de chiffres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'UNESCO a répertorié le nombre de langues parlées sur la planète. Il y en a 7117. Et donc, il faut parler douane maintenant. Et pour parler douane, on a trouvé un langage universel qui s'appelle un code chiffré. Et donc, l'Organisation mondiale des douanes a donc mis en place ce code à 6 chiffres depuis 1988. Et le plus important à retenir également, c'est que la douane veut toujours répertorier au niveau international les marchandises au moment où elles circulent à travers la planète. Et donc, tous les 5 ans, l'Organisation mondiale des douanes fait une refonte du SH. Nous en avons vécu une le 1er janvier 2022, où il a été rajouté un certain nombre de nouvelles marchandises qui vont être répertoriées à leur nom propre. Par exemple, les insectes, ou par exemple les drones, etc. Et donc, il y a 97 chapitres au niveau de cette espèce tarifaire de classement douanier international. Donc, si on clique sur la suite, on verra qu'il y a donc un document qui est valable pour l'ensemble des pays du monde et qui classifie les marchandises selon une espèce à 6 chiffres. Et donc, au-delà de ça, à quoi sert ce système harmonisé? Il sert à chaque pays de pouvoir déterminer si ces 6 chiffres suffisent pour passer la frontière ou si le pays va rajouter des informations au-delà de ces 6 chiffres. C'est le cas de l'Union européenne. Donc, si on clique sur l'élément suivant, donc tu peux faire 2 clics direct, encore un clic. Et donc ici, non, pardon, j'ai été trop vite. Excuse-moi. Donc, le SH, c'est les 6 chiffres au niveau mondial. Et au-delà de ces 6 chiffres au niveau mondial, chaque pays, s'il le souhaite, peut le rendre plus explicite pour protéger un marché. Et donc, dans l'Union européenne, au-delà des 6 chiffres, a été rajouté 2 chiffres pour créer une nomenclature combinée et 2 chiffres supplémentaires pour créer un code tarique. Donc, sur les déclarations en douane dans l'UE, pour passer à l'import ou à l'export dans l'UE, nous avons besoin d'une codification à 10 chiffres, le fameux code tarique. Donc, si on regarde l'import. C'est-à-dire, quand le Chinois envoie son code en disant c'est ça, mon code, non, il faut le retraduire avec, à l'importation avec un code à 10 chiffres. Il faut le compléter. Si on est d'accord sur les 6 premiers chiffres, ce qui a été signalé précédemment. Okay. Donc, l'une des premières qualités de compétence d'une personne qui fait de la douane, c'est avoir toujours le sens critique. Est-ce que les informations que l'on me transmet sont les bonnes informations? Toujours prendre tout pour du comptant, souvent, c'est là où il y a des erreurs. C'est pas parce qu'on nous donne un code d'échange, on dit chouette, je n'ai pas à le chercher. Mais il faut déjà regarder, est-ce que c'est cohérent avec la marchandise que j'achète ou que je vends. Voilà. Donc, ici, ça, c'est le premier point. Maintenant, à quoi ça va nous servir? Donc, le but de cette espèce tarifaire
Et donc, de cette nomenclature de dédouanement, ça va nous permettre de rechercher des informations. Donc, si on passe sur la slide suivante, si on dédouane en France, nous allons pouvoir entrer sur le logiciel de la douane qui permet de faire un classement. Ça s'appelle RITA. Et donc, c'est un outil qui sert à la fois de moteur pour le système de dédouanement, mais qui est utilisé aussi par tous les providers de logiciels pour pouvoir le rendre souvent beaucoup plus attractif que celui qui existe en base sur le système Internet de la douane, mais par contre qui est entièrement gratuit et tout opérateur peut à la fois utiliser cela pour anticiper et savoir quels sont les éléments dont il a besoin ou faire sa déclaration lui-même ou donner des instructions à son RDE. Donc, pour que ça soit plus simple, on va prendre un exemple. On va importer dans l'Union européenne, donc en France, des guitares d'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud, c'est bien un pays tiers. Des guitares, c'est bien une marchandise. J'importe en France et donc je vais aller chercher dans RITA, c'est quoi les règles, c'est quoi là les informations que je vais mettre sur ma déclaration. Donc, si je clique sur la notion, la bulle nomenclature, je vais tomber sur quoi? Je vais tomber sur un arbre de recherche. On va le regarder sur la slide suivante. Donc, cet arbre de recherche sur la slide suivante va nous permettre donc d'aller vérifier, retrouver cette espèce. Donc, il suffit, tu peux y aller, tu peux cliquer. Donc, soit en recherche, on est déjà un petit pro en douane, on sait déjà que les guitares, ça fait partie des instruments de musique et que c'est le chapitre 92 de l'espèce douanière. Bon, ça veut dire qu'on s'y connaît déjà un peu en douane. Mais on peut aussi, donc tu peux cliquer, on peut donc sur le truc suivant, sur la partie droite de l'écran, on peut aussi tout simplement interroger RITA en disant, je ne sais pas quel est le chapitre du SH, mais je sais que mon produit, c'est une guitare. Donc, je peux mettre un mot-clé qui s'appelle une guitare. Et quand je mets ce mot-clé, le système RITA va me faire une espèce de petite moulinette et donc je vais avoir le résultat des courses. Donc, en cliquant en dessous, vous allez voir donc que les guitares, c'est bien le chapitre 92 et que ça s'appelle du 92, 02, etc. Donc, vous pourrez le lire à l'écran et vous avez donc un code TARIC à 10 chiffres. Et si vous cliquez sur cette ligne en vert, vous allez pouvoir passer directement à l'écran suivant qui va nous permettre de poser la question à la douane. Monsieur ou Madame Rita, on va l'appeler Madame Rita, pouvez-vous me dire, puisque j'importe des guitares d'Afrique du Sud en France, qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc, je remplis une grille. Donc, sur cette grille, je mets tout simplement le code que je viens de trouver. La ligne en dessous, je vais dire, la marchandise, elle est en provenance d'où? Quelle est la provenance du flux? L'Afrique du Sud. Ensuite, je dédouane où? En France continentale. Eh bien, je vais avoir le résultat. Et donc, ce résultat, il suffira de faire une recherche. Et dans ce résultat, effectivement, sur la slide suivante, on va me dire, je vais être confronté à quelle règle douanière? Donc, on peut cliquer sur la slide suivante. Et donc, là, ici, je vais me retrouver sur une première réponse. C'est quoi le taux de droit de douane? Donc, pour une marchandise qui s'appelle des guitares en provenance donc d'Afrique du Sud, le taux de droit de douane dans l'UE, si je dédouane en France, le taux de droit de douane est de 3,2%. Donc, je sais que ma marchandise sera soumise à un taux de droit de douane de 3,2%. Mais vous voyez ici que en haut de votre écran, vous avez des onglets. Si vous cliquez sur le deuxième onglet, donc on peut le faire là, on va le faire fictivement. Donc, si on clique ici, vous allez avoir un deuxième renseignement qui va me dire « Ah, tiens, au fait, vous m'avez dit que la marchandise était en provenance d'Afrique du Sud, mais en plus, si elle est originaire d'Afrique du Sud, le taux de droit de douane, il sera à 0. Super tentant, non? De faire un raccourci. Vous êtes d'accord? Sur la première ligne, il y a marqué 3,2 et sur la deuxième, il y a marqué 0. Si on n'y connaît rien en douane, on se dit « Ah ça vient d'Afrique du Sud, donc c'est 0. » Grosse erreur. On vous en parlera juste après. Il ne faut pas confondre la provenance et l'origine. Donc, pour prendre un taux de droit de douane
qui s'appelle une préférence tarifaire, il faut qu'en plus du fait que la marchandise soit en provenance, il faut aussi qu'elle soit originaire d'Afrique du Sud. Et là, vous aurez effectivement droit à un 0 et on vous dira comment après. Maintenant, il n'y a pas que des droits de douane dans la vie, il y a aussi des taxes. Donc, quelles sont les taxes? Donc, je clique sur la partie suivante. Quelles sont les taxes si je dédouane en France? Bien sûr, Rita, c'est seulement si je dédouane en France, hein, on est d'accord. Donc, ici, quel est le taux de droit de TVA normal sur les guitares? Ben, c'est 20%. Donc, je sais déjà que si ma marchandise est en provenance d'Afrique du Sud, le taux de droit de douane, c'est 3,2. Après l'origine préférentielle, j'en sais rien. Donc, pour l'instant, je m'interroge sur la ligne 2. Vous en parlerez après. Et ensuite, ben, je sais que le taux de TVA, c'est 20%. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons parlé d'un point très important il y a quelques instants, la notion de conformité. Et donc, sur cette base, en ayant fait quelques clics pour faire une recherche, vous avez vu, ce n'est pas très compliqué, vous allez pouvoir, sur la slide suivante, vérifier que ici, donc on va cliquer tout de suite sur la page, donc il y a quelque chose qui s'appelle prohibition-restriction. Il ne faut pas en avoir peur, hein. Ça veut dire, est-ce qu'il existe une particularité, notamment sur la conformité ou une norme ou une obligation sur notre marchandise? Et là, on me parle d'un truc, c'est les CITES. Qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? Donc, les CITES, c'est tout simplement la Convention de Washington qui permet de protéger au niveau mondial les espèces animales ou végétales pour éviter qu'elles ne disparaissent de la surface de la Terre. Et donc, qu'est-ce qui va être très important pour quelqu'un qui veut acheter des guitares? C'est de savoir quel est le bois des guitares. Est-ce que c'est un bois banal ou est-ce que c'est un bois précieux qui pourrait être, le cas échéant, soumis à un document CITES? Et donc là, le plus important, c'est notamment si vous passez par un RDE, c'est de lui donner la composition donc de la marchandise pour que tout de suite, il se dise « Ah ben non, c'est un bois tout à fait normal, donc je vais m'extraire de cette conformité restrictive en mettant en place ce que l'on appelle un code qui s'appelle une DTP. » Alors, tu avais prévenu, Marc, au départ qu'il y avait plein de cycles, je confirme. Destination tarifaire particulière, je confirme. Mais celle-là, elle est vachement importante parce que ça va vous permettre de dire non, 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 je vous jure, ma marchandise, elle est faite en bois normal. Hein. Je n'ai pas besoin d'avoir un certificat CITES. Et donc, automatiquement, soit la personne qui est déclarante dans l'entreprise, soit votre RDE utilisera le Y900 pour se soustraire de cette réglementation et votre marchandise sera conforme au passage frontière. Ensuite, vous avez, en cliquant sur la partie après, vous verrez également que cette marchandise, elle est soumise à une unité supplémentaire, c'est-à-dire une règle statistique. Pourquoi? Parce qu'au niveau international, sur une déclaration en douane, ce qui est obligatoire, c'est toujours le poids brut et le poids net d'une marchandise, mais certaines marchandises sont soumises à ce que l'on appelle des règles d'unité supplémentaire, et là, c'est le nombre de guitares qui va compter. Donc ici, le plus important, donc si on clique sur la partie suivante, ça va nous permettre de dire que pour pouvoir passer la frontière pour des raisons statistiques, en plus du poids brut et du poids net, il faudra avoir le nombre de guitares contenu dans l'envoi. Voilà. Donc maintenant, on peut passer à la slide suivante. Donc, le nom douanier d'une marchandise permet de déterminer plein de choses, hein, comme on l'a vu. Donc, à l'importation, ça va nous permettre, tu peux envoyer les clics, hein, les taux de droit de douane normal, les taux préférentiels, le taux d'imposition fiscale, les restrictions et les prohibitions, les autres particularités. Et à l'export, donc à l'export, il n'y a pas de droit de douane à l'export. Il peut y avoir parfois des taxes, mais il peut y avoir surtout des restrictions et des prohibitions et d'autres particularités, par exemple des normes et des documents qui doivent suivre une marchandise. Et donc, l'ensemble de ces éléments, vous allez les trouver au niveau de l'espèce en allant rechercher toute la réglementation de manière anticipée au moment de faire une déclaration sur ce système RITA qui est très important pour les entreprises pour
leur permettent d'avoir un accès à la connaissance et à la compétence douanière, et ça leur permet surtout également de pouvoir faire des instructions précises lorsqu'elles externalisent leur dédouanement auprès d'un RDE. Je pense que plus une fiche est bien renseignée, le dialogue se fait encore plus simplement avec votre RDE. Maintenant, le deuxième sujet… On a vu l'espèce. Ouais. Donc maintenant, on va voir la valeur. Exactement. Donc, on va passer à la valeur. Donc, la valeur, c'est le deuxième pilier. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, la valeur en douane, c'est vraiment le mot-clé qui est très important pour les douaniers. Donc, la valeur en douane, déjà, il y a un point très important à préciser, c'est que la douane parle de valeur, elle ne parle pas de prix. Elle ne dit pas quel est le prix de votre marchandise, elle dit quelle est la valeur en douane. Parce que la valeur en douane, on va voir, elle s'apprécie à la frontière extérieure de l'Union européenne. Donc, la valeur en douane, c'est le prix facturé, plus, donc tu peux y aller, tu peux cliquer, hein, plus le transport, plus l'assurance, jusqu'au premier point de franchissement de la frontière extérieure de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la valeur en douane ou VAD, qu'on retrouve souvent là aussi comme sigle. Donc, tu en rajoutes un dans ta liste, Marc. Donc, la valeur en douane, c'est donc la valeur d'une marchandise rendue à la frontière extérieure de l'UE et au premier point touché de cette frontière extérieure de l'UE. Ça, c'est le premier point, c'est donc ça la valeur en douane. Maintenant, il y a un deuxième point sur la slide suivante, c'est la valeur assiette de calcul de la TVA. Donc, on part de la valeur en douane, donc une marchandise rendue à la frontière extérieure de l'UE. À cette valeur en douane, on va rajouter quoi? On va rajouter le transport, ce que les douaniers appellent également, comme les fiscalistes, les frais accessoires, jusqu'au lieu de destination, donc de livraison, dans le territoire douanier de l'UE. Donc, par exemple, ici, bien sûr, j'ai mis en France. Et c'est ce que l'on appelle l'assiette de TVA à l'importation. Maintenant, on va peut-être faire un petit exemple. Oui, on va prendre nos guitares. Donc, on va faire un petit exemple. Donc, nos guitares sont facturées, prix facturé plus transport plus frais export au CAP. Donc, en réalité, c'est un FCA, le CAP, puisque vous en avez parlé avant. Je ne voulais pas charger la slide, mais ça correspond à un FCA, le CAP. Donc, pour pouvoir arriver à la valeur en douane, c'est-à-dire la valeur de la marchandise à la frontière extérieure de l'UE. Par exemple, ici, tu peux cliquer. Donc, la marchandise, elle arrive au Havre. Donc, pour arriver jusqu'au Havre, à la valeur facturée rendue le CAP, je vais devoir, bien sûr, rajouter le transport jusqu'au Havre. Alors là, bien sûr, les tarifs sont archi-bidons. C'est pour faire un exemple concret. Voilà. Et donc, arrivé au Havre, je prends mes 10 000 plus mes 1 350 et ça me fait ma valeur en douane multipliée par 3,2%. Ben, ça me fait 363 € de droits de douane. Voilà. Énorme. Puisque on a vu que c'était 3,2 sur les guitares. Peut-être parce qu'on ne sait pas quelle est l'origine. Notre ami prochain nous en dira un peu plus. On peut peut-être faire des économies de manière légale. Mais ça, on vous en parlerait après. Ensuite, nous allons amener notre marchandise jusqu'à un point en France, où vous voulez. Et ce transport va nous amener au point de livraison. Donc, les frais accessoires, c'est les frais d'import et le transport. Donc, les frais d'import plus le transport, ça nous fait donc, tu peux le marquer, hein, donc 11 750. Donc, 11 750, c'est la valeur en douane plus 400, plus les droits de douane. Parce que je rappelle qu'on paye des taxes sur les droits. Hein. Donc, l'assiette de calcul de la valeur de la TVA, c'est 12 113. Et là, comme on m'a dit que c'était 20% tout à l'heure, ben, je vais pouvoir faire le calcul. Donc, il suffit de cliquer. Et donc, ma TVA due sur cette opération est de 2 423, que je pourrais, bien sûr, si j'ai un numéro d'identifiant TVA FR, rentrer dans le moule de l'autoliquidation de la TVA qui existe depuis le 1er janvier. Voilà. Waouh, c'est super clair.
Franchement, hein. D'ailleurs, tu vois, il n'y a même pas de questions. Ils ont trouvé ça tellement clair que pouf. Ah bah tant mieux. Je passe la main sur Ouda voulait faire maintenant. une petite précision. Oui. Est-ce que Ouda, oui. Oui, simplement pour vous dire qu'il existe une base, tout à l'heure on parlait des RTC, donc des renseignements tarifaires contraignants, il existe une base européenne des RTC en vigueur qui peut également vous aider lors de la recherche de code douanier de vos marchandises. Voilà, simplement, c'est une petite précision que je voulais apporter. Oui, c'est le EBTI, la base de données. C'est ça. Donc, si vous cherchez un mot-clé, c'est EBTI, parce que BTI, c'est Binding Tariff Information, c'est RTC en anglais. Voilà. Super. Également. Bon, alors, on a laissé un point en suspens. Ça, c'est, n'est-ce pas, Jean-Michel? C'est l'origine. Parce que, en fait, 3 piliers pour la douane, c'est ce qu'on a dit. Donc, l'espèce, la valeur et, troisièmement, l'origine. Alors, ça veut dire quoi, l'origine? Qu'est-ce qu'il est, Jean-Michel? Il est là. Il est là. Ouais. Ben oui, donc ben là, l'exemple des guitares était parfait, quoi. Il est plus que parlant. Et moi, j'ai juste une question. Si mes guitares sont d'origine chinoise. Donc voilà. Donc voilà. Il faut bien, alors comme cela a été dit, quoi, il est hyper important de ne pas confondre provenance et origine, parce que ben il est vrai que beaucoup de gens encore font l'amalgame, et c'est vrai que bon ben on peut le comprendre, hein, il y a rien d'extraordinaire à ça. J'achète des guitares en Afrique du Sud. Bon, je ne me suis pas renseigné, voilà, bon, mes guitares elles viennent d'Afrique du Sud, donc elles sont fabriquées en Afrique du Sud. Ben non. Si les guitares sont fabriquées en Chine, ça va être complètement différent, parce qu'on va considérer que les guitares sont d'origine chinoise, parce que bon, il faut bien comprendre que chaque produit a une origine. Alors, on parle d'origine non préférentielle ou d'origine préférentielle. Un produit a toujours une origine non préférentielle parce qu'il est toujours fabriqué quelque part, mais il va avoir aussi une origine préférentielle s'il est fabriqué dans un pays tiers, mais qui a signé un accord de collaboration économique avec l'Union européenne. Et dans ce cas-là, c'est un pays qui a signé un accord spécifique avec l'Union européenne. Alors au jour d'aujourd'hui, sur les plus de 190 pays qui existent au monde, il y a déjà beaucoup de pays qui ont signé un accord de coopération économique européenne, mais tous ces accords n'ont pas la même valeur, ils ne disent pas les mêmes choses, donc il faut bien se renseigner sur ce que dit l'accord. Mais d'une manière générale, on a vu sur l'exemple des guitares que si les guitares viennent d'Afrique du Sud et qu'elles sont fabriquées en Afrique du Sud, donc là, l'Afrique du Sud est un pays qui a signé un accord de coopération économique avec l'Union européenne, il n'y aura pas de droit de douane. Parce qu'on va demander tout simplement des documents, un document spécifique qui va nous permettre de déterminer l'origine de la marchandise, la vraie origine de la marchandise. Et si on arrive à avoir ce document, ce qui ne pose généralement aucun problème, les droits de douane seront à 0. Alors, comment je détermine l'origine de ma marchandise? Alors, l'origine de la marchandise, elle se détermine, il y a un cahier des charges spécifique qui va permettre de savoir comment est fabriquée la marchandise. Alors, généralement, quand je travaille avec un partenaire étranger qui soit installé en Afrique du Sud, en Chine, au Japon ou n'importe où, ce partenaire doit être en capacité de me dire, ben voilà, moi, ma marchandise, voilà voilà comme elle est fabriquée, voilà ce qu'elle coûte, voilà la matière première, voilà les produits qu'il me faut pour fabriquer cette marchandise. Et à partir de ça, on va déterminer, il doit être en capacité de déterminer si sa marchandise est bien d'origine chinoise, japonaise ou aux États-Unis. Donc, on va parler, est-ce que la transformation est suffisante? Est-ce que la valeur aussi, quelle est la valeur globale du produit qui nous permettra de déterminer si l'origine est correcte ou non? Je prends un exemple très simple. Bon, notre société travaille beaucoup. On travaille avec des entreprises qui font énormément de commerce avec les pays du Maghreb. Les 3 pays du Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc, ce sont des pays qui ont signé un accord de coopération avec la communauté économique européenne. Donc, ce sont des pays, quand on importe des produits de ces 3 pays et que ces produits sont originaires de ces produits,
le prestataire nous fournit généralement un EUR1, un document spécifique, c'est ces fameux documents verts qui certifient que les produits sont bien d'origine marocaine. Bon, ok, très bien, le produit est bien d'origine marocaine. Mais là, il faut quand même voir au Maroc, et là, c'est pour ça qu'on travaille régulièrement avec des entreprises. Je rencontre régulièrement des chefs d'entreprise qui vont au Maroc, qui rencontrent leurs fournisseurs et qui vont vérifier eux-mêmes si le produit est bien d'origine marocaine. Parce qu'on peut toujours avoir affaire à quelqu'un de plus ou moins honnête, on va dire. Je ne sais pas si oui, c'est l'honnêteté. Hein. Et le gars va dire, ben non, moi je fabrique bien au Maroc, mais admettons qu'il achète une partie du produit ou le produit dans sa globalité en Chine. J'ai déjà vu, moi, des sociétés, par exemple, qui achètent en Chine, qui font venir la marchandise sur le Maroc, qui font un simple reconditionnement, c'est-à-dire qu'on prend la marchandise, on la met dans un nouveau paquet, on fait un paquet cadeau spécifique, on met origine Maroc dessus et on renvoie tout ça en Europe en disant c'est d'origine marocaine. Ah non, le produit, il a bien été fabriqué en Chine. Donc, il faut voir que dans l'étape de production, il faut que le Marocain puisse être en capacité de dire non, mais attendez, j'ai acheté de la matière première en Chine, ok, j'ai bien acheté cette matière première en Chine, mais cette matière première, je l'ai travaillée dans mon atelier au Maroc. Il y a eu une transformation substantielle, une transformation suffisante du produit qui se matérialise par le produit qui change de nomenclature douanière. On peut très bien admettre quelqu'un, un prestataire marocain qui va acheter, je sais pas, qui va acheter du tissu en Chine et puis qui fabrique des habits au Maroc. Bon, il a acheté son tissu en Chine, il y a une fabrication dans son atelier au Maroc, il y a bien une transformation suffisante et une transformation substantielle du produit. La nomenclature douanière change. La nomenclature douanière d'un tissu ne va pas être la même que la nomenclature douanière d'un habit fini. Donc là, bon, il n'y a plus de problème. Le produit a bien une origine marocaine. Le fournisseur marocain peut nous fournir un EUR1 qui établit très clairement que sa marchandise est d'origine marocaine. La marchandise arrive en France, il n'y a pas de droit de douane puisque le Maroc a signé un accord de coopération économique avec l'Union économique européenne. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Alors, on ne peut pas faire tout le colloque dessus, mais l'année dernière, sur le colloque du mois de février, on avait fait quelque chose de complet sur l'origine. C'est un point extrêmement important, l'origine, parce que la bonne origine ou l'adaptation de l'origine de votre produit et de vos fournisseurs peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Ça peut vous permettre, en fonction des pays sur lesquels vous exportez ou d'où vous importez, de gagner beaucoup d'argent. Donc, l'origine, c'est vraiment une grosse source d'optimisation au sein de vos entreprises. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas forcément à ça. Et ça, c'est pas bon parce que, en l'occurrence, c'est là où vous pourrez, en restant dans la légalité, gagner de l'argent, parfois en changeant de fournisseur ou en adaptant certains composants de vos propres produits. L'heure tourne et tiens, je vais faire Claire, je vais faire une petite parenthèse. Sur la Grande-Bretagne, bon, je suppose que c'était pas vraiment prévu que je vous pose une question sur la Grande-Bretagne, mais c'est pas grave parce que comme je sais que Connex y est. Alors aujourd'hui, Grande-Bretagne, c'est quand même un truc un peu intéressant et compliqué parce qu'on est en pays tiers maintenant. Oui, exactement. Au même titre que la Suisse, par exemple, si on veut prendre un pays très proche du continent européen, sans aller prendre l'exemple des USA, mais oui, c'est effectivement un pays tiers depuis le Brexit, depuis la sortie donc de l'Union européenne du Royaume-Uni. Alors il y a un petit bémol parce que c'est à la fois la Grande-Bretagne et on a toujours ce protocole sur l'Irlande du Nord, donc avec des accords un peu particuliers. Mais oui, on est effectivement pour tous les échanges en provenance de la Grande-Bretagne dans ce qu'a décrit exactement Evelyne et dans ce que vient de dire également Jean-Michel pour déterminer l'origine. Donc c'est vraiment important de considérer le Royaume-Uni et tous vos échanges avec le Royaume-Uni comme étant un pays tiers. Donc ça veut dire qu'on exporte en Grande-Bretagne. On exporte en Grande-Bretagne, on n'expédie pas, on ne livre pas, on exporte. Bien, Lisa. Bien, bravo. One point. Bon, alors, avec Claire, on va voir que, en fait, tout ça, c'est aussi des documents. Que ça paraît hyper compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, les documents, il n'y a plus de documents, en fait.
C'est tout Ben voilà, c'est ça. dématérialisé, c'est tout. Oui, tout est digitalisé, électronique. Alors très peu de documents. Bon, même si tout le monde aime ça, la douane aime ça, mais effectivement, oui, on opte vers une douane de plus en plus dématérialisée. Donc, on va peut-être commencer. Je commence. Je vais dans mon sujet. Ouais, On va peut-être voir vas-y, avec vas-y. la réalisation pour mettre en place mon petit PPT, juste un petit Voilà. soutien. Voilà, donc les fondamentaux de la douane. Donc en fait, je vais surtout, vu qu'on a eu beaucoup d'exemples là, vraiment précis par rapport à la marchandise, le tarif douanier, l'origine, l'espèce, comment on calcule une valeur en douane, une valeur stat. Donc je vais plus vous parler du rôle du prestataire informatique puisque je représente la société Connex. Donc nous sommes prestataires informatiques pour tout ce qui est logiciel en douane. Et donc, principalement, lorsqu'une entreprise, donc un chargeur ou un RDE, se lance dans l'aventure douane. Et croyez-moi, bien choisir son prestataire informatique fait partie des fondamentaux. Donc, C'est la sur circulation de l'information. Aujourd'hui, la douane, oui, c'est devenu la circulation de l'information. Donc, de l'information. C'est allez, on ça, y va. exactement. Les marchandises et l'information. Donc, là, en fait, on l'ignore bien souvent ou on l'oublie, ce que disait Ouda tout à l'heure, un petit peu le parent pauvre dans l'entreprise, mais la douane fait partie du panorama du commerce international et peut effectivement devenir un réel atout de compétitivité donc de l'entreprise si on sait l'apprivoiser, s'il faut vraiment utiliser ce terme, en s'appuyant donc sur une équipe aguerrie au sujet douane et bien entendu en fonction de vos projets, en faisant appel à un prestataire informatique. Alors, comment une entreprise est-elle amenée à entrer en contact avec un prestataire informatique? Donc, sur la slide suivante. N'oublions pas donc que la douane, c'est un ensemble de messages électroniques, hein, donc on l'a bien dit, plus de papier, et que les échanges EDI sont incontournables lorsqu'un chargeur ou un RDE doit faire face à un volume croissant de déclarations. Donc, le volume est un déterminant, effectivement, dans le choix d'un prestataire informatique, mais pas seulement. Les procédures de régime douanier à appliquer sont aussi souvent liées à la mise en place de process informatiques pour faciliter et optimiser les process au sein de l'entreprise. Alors, il est essentiel d'associer les obligations douanières dans la chaîne logistique. La donnée nécessaire à l'établissement donc d'une déclaration fait partie d'un ensemble de données qui sont détenues bien souvent par plusieurs acteurs de cette même chaîne logistique. Donc pas seulement le fournisseur, et donc le prestataire informatique est là pour assembler ces données au bon moment. Alors on peut dire qu'une alliance globale avec votre prestataire est le socle de la réussite de votre stratégie douanière. Donc, attendez surtout de votre partenaire informatique qu'il se comporte comme un vrai partenaire et non comme un simple facteur à l'ère du numérique, donc du 21e siècle, qui transmet des messages au système informatique douanier. Alors, sur la slide suivante, on va réaliser qu'effectivement, on est dans un monde aujourd'hui où la concurrence est de plus en plus pressante et nous sommes tous conscients de l'intérêt d'optimiser le passage en douane. Donc, le moins de perte de temps possible pour optimiser notre passage en douane. Alors, je ne vais pas vous parler donc en détail des 54 cases du DAU qui sont de toute façon amenées à disparaître dans le cadre de Delta IE et les intervenants donc précédents ont déjà bien avancé sur le sujet. Cependant, il est important, bien évidemment, de bien maîtriser les règles douanières et votre logiciel afin de gagner en efficacité, mais aussi de prendre le temps de conforter les bonnes pratiques au sein de votre outil de dédouanement. Alors comment? Tout en ayant d'abord une parfaite maîtrise donc de votre solution logicielle, les évolutions apportées par votre prestataire doivent être assimilées par l'équipe en charge des process douaniers, par l'organisation de formations régulières à votre outil. Il est aussi indispensable d'optimiser les processus existants. Donc, tous les services, tous les départements de l'entreprise sont impactés pour réussir en efficacité. Une analyse de vos flux et une connaissance de votre supply chain sont la clé de votre réussite. Et c'est en prenant le temps d'échanger en intra dans l'entreprise et avec votre prestataire que vous trouverez des pistes d'amélioration. Alors, l'objectif, avant tout, c'est d'aboutir à un processus douanier fluide et sécurisé. Alors, pour cela, sur la slide suivante, le prestataire a un engagement
envers l'entreprise ou le RDE, c'est que au-delà de la constitution donc et de l'envoi des différents messages électroniques qui sont attendus par le système IT de l'administration des douanes, ce qui n'est pas, croyez-moi, une mince affaire en soi, le prestataire informatique s'engage à mettre à votre disposition des bases de données officielles, dans l'idéal mises à jour automatiquement. La solution logicielle que vous utilisez doit répondre à la réglementation à l'instant T et donc faire l'objet d'une maintenance réglementaire en temps réel. La compliance est un incontournable dans les métiers de la douane et doit être une priorité pour vous. Donc, l'équipe en charge de la douane au sein de votre entreprise ne pourra accomplir ses objectifs que si elle peut se reposer sur un prestataire fiable avec lequel un climat de confiance aura été établi. Les compétences métiers, mais aussi technologiques de votre prestataire sont les éléments fondateurs de la confiance que vous instaurerez entre vous et qui vous permettront d'avancer ensemble. Alors, on va parler de facilitation, puisque le prestataire est là pour faciliter vos process, donc sur la slide suivante. Donc, revoir régulièrement vos process avec votre prestataire informatique est une action à engager à minima lorsque vous avez de nouveaux flux ou lorsque de nouvelles réglementations entrent en application. Donc, on parlait du Brexit tout à l'heure, donc on est vraiment dans ce cadre-là. Et je suis prête à parier que cette analyse régulière de votre activité avec votre prestataire informatique vous permettra d'optimiser vos flux de données. Les flux physiques de vos données ne peuvent être distincts de vos flux de données. Donc, bien entendu, le dialogue que vous saurez instaurer entre vous et votre prestataire permettra à votre prestataire informatique de vous proposer des solutions toujours plus innovantes. Donc, être à votre écoute est la source de mise en place de solutions informatiques annexes qui vont faciliter vos process. Alors, par exemple, chez Connex, nous proposons à nos clients aujourd'hui une plateforme collaborative qui permet de recevoir les données et les documents détenus par différents acteurs de la supply chain pour faciliter et fiabiliser les étapes de la constitution d'un dossier déclaratif. Alors, nous avons pour cela intégré la technologie blockchain qui sécurise et trace vos échanges avec ces intervenants extérieurs. On a parlé aussi tout à l'heure du tarif douanier. Donc, Evelyne nous a présenté RITA, qui est le process donc mis en place par l'administration des douanes françaises et qui est à votre disposition. En tant que prestataire informatique, on vous propose aussi un équivalent, mais un équivalent enrichi d'informations. Alors, on parlait avec Ouda des RTC que vous pouvez trouver sur une base qui est mise à votre disposition. Alors, dans notre système que l'on met aussi sur le marché, vous allez trouver les RTC tout au même endroit. Donc, les RTC, le suivi de vos numéros MRN, pour le transit, le suivi d'un numéro EORI si vous recherchez un EORI. Donc, ce qui va éviter en fait à l'opérateur de devoir ouvrir une multitude de sites pour trouver une information. Donc, le prestataire informatique, c'est aussi cela et avant tout cela. En plus du message électronique, c'est effectivement de vous faciliter la vie et de faire en sorte que tout soit plus simple et que l'information, la donnée, puisse être retrouvée le plus rapidement possible pour éviter des blocages en douane à l'import comme à l'export. Alors, c'est également aussi pour nous une évidence de faire communiquer plusieurs systèmes, donc ce que l'on appelle les TMS, les WMS par exemple, et donc la solution logicielle douane donc entre eux, en amont, mais aussi en aval de la déclaration. Donc, les données qui ont permis de constituer la déclaration en douane vous appartiennent et le résultat obtenu par ces données peut vous être restitué, comme par exemple le statut de vos déclarations à l'export. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure, pour justifier de la sortie de l'Union européenne, donc vraiment un suivi et une facilité de récupération de cette information dans le module douane avec lequel vous travaillez, ou éventuellement aussi la liquidation obtenue à l'import. Donc, ces données peuvent alimenter d'autres systèmes informatiques pour contrôle et analyse. Et n'oublions pas que l'implémentation de nouvelles technologies dans les solutions logicielles est une porte pour l'optimisation de vos process. Alors, sur la slide suivante, on va voir qu'on a donc un petit temps d'avance.
Pour rappel, le CDU, entré en application au 1er mai 2016, a pour but de faciliter les impératifs douaniers pour les opérateurs et d'améliorer l'interopérabilité à travers la normalisation et l'harmonisation des données. Il a donc été déterminé un modèle de données douanières spécifique à l'UE que l'on appelle l'EU-CDM. On y retrouve les jeux de données pour constituer par exemple le titre de transit ou les déclarations anticipées sécurité-sûreté. Donc ce modèle de données douanières spécifique à l'Union européenne est compatible avec le modèle de données pressenti par l'OMD. Donc, attention, Claire, tu as plus que 3 minutes, même pas. Oui, alors je vais passer sur la slide suivante, hein, puisque là, je voulais vous parler un petit peu du Brexit, donc ce qui s'était passé pour le Brexit, mais on va abréger. Donc en fait, tout comme H7, hein, la déclaration H1 est une colonne de l'annexe B du CDU et concerne les déclarations import. Donc le Big Bang pour les aguerris de la déclaration en douane actuelle, c'est la disparition du DAU. Donc pour l'heure, aucune instruction n'a été donnée pour continuer à produire un document unique, harmonisé. Alors rappelons-nous que nous sommes à l'heure du digital et que le papier donc n'a plus de raison d'être. On ne fera plus référence aux cases du DAU, mais nous ferons référence à des groupes de données thématiques qui constitueront le message déclaratif. Par exemple, le groupe 16 reprend les lieux et les pays, le groupe 12 les documents, les certificats, les autorisations, et le groupe 13 pour les parties, donc les importateurs, les exportateurs, les acheteurs. Alors nous passerons de 54 données à plus ou moins 80 données qui ne seront pas toutes obligatoires ni impératives. Des données seront en supplément selon certains critères liés à la nature du tarif douanier de vos échanges financiers par exemple. L'administration des douanes a sollicité et obtenu un report de la mise en place de H1 auprès de TaxSud. La phase pilote démarrera donc au 1er janvier 2023 pour s'achever fin mars. Et ensuite, il y aura une migration progressive vers Delta IE jusqu'en novembre 2024. En ce qui concerne l'export, la nouvelle déclaration B1 sera mise en place dès octobre 2023 et le dédouanement centralisé communautaire informatisé import et export à partir du 1er novembre 2024. Alors, l'autre évolution attendue en 2023, c'est la révision d'ICS, l'Import Control System, que nombre d'entre vous ont découvert lors du Brexit. Les dates à retenir sont juillet 2023 pour les flux aériens et juin 2024 pour les flux routiers, maritimes et fluviaux. Alors, un petit rappel de la réglementation. Ah oui, alors là, on n'arrête pas. Hein. Depuis l'an passé, on a eu, donc il y a eu le Brexit, entre le Brexit, entre H7 avec e-commerce, on a eu l'autoliquidation, on a eu le passage à Delta T pour le NCTS, comme l'a rappelé Evelyne, le nouveau process pour l'ancienne DEB au niveau de l'intrastat. Et puis là, toutes ces nouveautés donc, que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, on va pas s'ennuyer. Hein. Ce qu'on peut dire, en fait, parce qu'on est passé un peu vite sur H7, malheureusement, on n'avait plus le temps, et on n'a plus le temps, on est en train de déborder, c'est que vous pouvez tous poser des questions sur la plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, Claire de Connex a un espace, Evelyne, enfin tout le monde a un espace sur lequel vous pouvez vous connecter et poser des questions. Parce que, par exemple, ce qu'on n'a pas traité au jour d'aujourd'hui, par exemple, c'est le e-commerce qui a changé de considération douanière il y a peu de temps, et donc il y a maintenant des déclarations obligatoires à l'import comme à l'export, donc ce qui complexifie quand même beaucoup les choses. Bon, même si, et je crois que la bonne conclusion à apporter du côté de Claire et des logiciels, c'est en fait, un fabricant de logiciel, c'est un partenaire avec lequel vous allez redéfinir finalement votre flux de données et sur lequel vous allez pouvoir remettre d'équerre finalement votre circuit douanier, et finalement ça vous aide pratiquement dans votre process douanier au quotidien. Je sais pas, Ouda, tu as quoi toi comme tu utilises un logiciel? Alors nous on utilise Connex. Ah bon? On avait justement une volonté. Quel hasard. Une volonté d'optimiser le process douanier parce qu'on fonctionnait un peu de manière archaïque, c'est-à-dire avec un document papier, ensuite un Excel, ensuite la déclaration sur Connex. Et donc, Connex a pu répondre à notre besoin grâce à la solution justement dont on parlait tout à l'heure, Claire, qui est la plateforme Zen, qui est une plateforme collaborative sur laquelle nos bureaux d'expédition nous envoient directement les documents. Nous, on a un lien qui est fait entre notre ERP et Connex, donc on a une sorte de
pré-déclaration qu'on appelle un logisticum, qui nous permet d'établir la déclaration de manière plus rapide. En fait, tous les éléments viennent déjà de notre ERP, donc le code douanier, la valeur, le poids, etc. On a simplement à rajouter quelques éléments. Et ensuite, on déclare, et une fois que la déclaration est bonne de douane, elle revient sur cette plateforme. Et pareil pour on parlait tout à l'heure de l'ECS finalisé, pareil, ce document remonte automatiquement sur la plateforme et ça nous permet de dématérialiser, enfin d'avoir un archivage dématérialisé et sécurisé. Et ça permet également à nos collègues qui sont sur les sites d'expédition ou les chargés de clientèle qui ont besoin d'avoir ce document douanier, d'aller directement sur la plateforme et de récupérer les éléments du dossier. Donc, grâce à cette optimisation, on a pu passer le temps de traitement d'une déclaration à peu près à 10 minutes. Et là, on a un peu plus aller entre 1 à 3 minutes. Donc, vraiment un réel gain de temps. Je ne savais pas que vous étiez client fournisseur. C'est amusant. Comme quoi, c'est un bel exemple pratique de à quoi ça sert. Merci à vous tous. On a un petit peu débordé, mais vous ne nous en voudrez pas parce que c'était hyper intéressant. Encore une fois, alors la prochaine étape, vous allez pouvoir déjeuner tranquille, regarder vos mails, etc., etc. Nous, on va recommencer tout à l'heure à 13h45 pour parler de la Green Supply Chain, objectif décarbonation, parce que c'est vrai que là, on le demande tout le temps, partout, et donc il va falloir trouver des solutions. Merci à tous mes intervenants. Merci Evelyne, toujours aussi pédagogue, Evelyne. Franchement, au top. Okay. Au top. Merci Jean-Michel qui est resté toute la matinée avec nous, qui a la gentillesse de partager tout ça. Merci Ouda. Au plaisir de se revoir et bravo pour ce que vous avez dit. Et Claire, on a failli te louper, Claire. C'était moisine. Heureusement, le redémarrage de l'informatique, finalement, des fois, ça a du bon. Merci à vous tous. Encore une fois, vous pouvez poser des questions à tous ces intervenants sur la plateforme. N'hésitez pas. Elle sera ouverte en plus pendant 2 jours. Donc, voilà, vous aurez largement le temps de le faire. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir, bientôt.